Et si tout pouvait basculer en une seule décision, une frappe, pas une guerre totale, pas une invasion, juste une frappe limitée, mais dans une région déjà au bord de l'explosion, est-ce que limité veut encore dire quelque chose ? Donald Trump dit envisager une attaque contre l'Iran. Et derrière ce mot en apparence prudent, il y a une réalité explosive. On décrypte. Quand on parle d'une frappe américaine contre l'Iran, on ne parle pas d'un incident isolé, on parle d'un face-à-face stratégique vieux de plus de 40 ans. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, la République islamique d'Iran, et au centre, le nucléaire, le Moyen-Orient et l'équilibre mondial. Quand Donald Trump évoque la possibilité d'une frappe ciblée, il ne s'agit pas d'une simple déclaration, c'est un signal politique, militaire, diplomatique, un message à Téhéran, mais aussi à ses alliés et à ses adversaires. Quand on parle d'une possible frappe américaine contre l'Iran, il ne s'agit pas d'un simple épisode diplomatique, on parle d'une rivalité stratégique qui structure une grande partie de la géopolitique du Moyen-Orient depuis plus de 40 ans. Depuis la révolution islamique de 1969, l'Iran et les États-Unis ne sont plus simplement en désaccord, ils sont dans une confrontation permanente. Une guerre froide régionale faite de sanctions économiques, d'opérations clandestines, de cyberattaques, de démonstrations militaires et d'affrontements indirects. Téhéran accuse Washington de vouloir étouffer son régime. Washington accuse Téhéran de déstabiliser toute la région. Et au cœur de cette confrontation, il y a une obsession, le programme nucléaire iranien. Les autorités iraniennes affirment que leur programme est civil, destiné à produire de l'énergie. Mais pour les États-Unis et plusieurs puissances occidentales, la crainte est claire que l'Iran franchisse un jour le seuil technologique qui lui permettrait de fabriquer l'arme nucléaire. En 2015, un accord international est signé sous l'impulsion de Barack Obama. L'objectif est simple, limiter strictement les capacités nucléaires iraniennes en échange d'une levée progressive des sanctions économiques. Pendant un temps, la tension retombe. Mais en 2018, Donald Trump décide de retirer unilatéralement les États-Unis de cet accord. Il le juge trop faible, trop permissif, incapable d'empêcher durablement l'Iran d'accéder à l'arme atomique. À partir de là, tout s'accélère, les sanctions américaines sont rétablies et renforcées. L'économie iranienne souffre. Téhéran répond en reprenant progressivement certaines activités nucléaires sensibles. Le climat se durcit, les incidents militaires se multiplient dans le Golfe, des drones sont abattus, des pétroliers sont visés, les accusations fusent, mais ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que l'Iran ne joue pas seul. Téhéran a construit au fil des décennies un réseau d'alliés et de groupes armés dans toute la région, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. Cela signifie qu'une confrontation directe avec l'Iran ne resterait probablement pas limitée à son territoire. Elle pourrait s'étendre indirectement à plusieurs fronts en même temps. C'est pour cela que chaque déclaration publique d'un dirigeant américain sur une éventuelle frappe militaire ne résonne pas seulement à Washington ou à Téhéran, elle résonne à Tel Aviv, à Riyad, à Bagdad, à Moscou, à Pékin, parce que l'Iran n'est pas seulement un adversaire des États-Unis, c'est un pivot stratégique. Et dans ce jeu d'équilibre fragile, la moindre décision peut redessiner la carte des rapports de force au Moyen-Orient, voire au-delà. Quand Donald Trump parle d'une frappe limitée, le choix des mots est stratégique. Ce n'est pas une déclaration de guerre, ce n'est pas l'annonce d'une invasion massive, c'est quelque chose de beaucoup plus ambigu et potentiellement tout aussi dangereux. Une frappe limitée, en langage militaire, signifie une opération ciblée, précise, calibrée dans le temps et dans l'espace. Concrètement, cela pourrait vouloir dire des missiles de croisière tirés depuis la mer, des bombardements aériens sur une installation spécifique, ou une opération visant des infrastructures liées au programme nucléaire iranien. L'idée, sur le papier, est simple, frapper fort, vite, puis s'arrêter, envoyer un message clair, rétablir une forme de dissuasion, montrer que certaines lignes rouges ne peuvent pas être franchies, mais dans la réalité géopolitique du Moyen-Orient, rien n'est jamais aussi simple, parce qu'une frappe,
même qualifiée de limitée, touche à la souveraineté nationale. Elle touche à l'orgueil d'un régime, elle touche à la crédibilité d'un pouvoir qui ne peut pas se permettre de paraître faible, et c'est là que tout se complique. Si Washington frappe, Téhéran devra réagir, pas forcément de manière frontale, pas forcément immédiatement, mais d'une manière ou d'une autre, et la réponse pourrait être asymétrique. Cela peut passer par des attaques indirectes contre des intérêts américains dans la région, par des frappes via des groupes alliés, par des cyberattaques ou par des actions ciblées contre le trafic maritime dans le Golfe. Autrement dit, une frappe limitée ne garantit pas une riposte limitée. C'est toute la logique des conflits modernes. On ne répond pas toujours au même endroit, on ne répond pas toujours de la même façon, mais on répond. Et l'histoire récente montre que les escalades commencent souvent par des gestes présentés comme contrôlés. On l'a vu avec les frappes ponctuelles en Syrie. On l'a vu avec l'élimination du général iranien Qassem Soleimani en 2020. À chaque fois, la tension monte brutalement. À chaque fois, le monde retient son souffle. Ce que veut éviter Washington, c'est l'engrenage vers une guerre totale. Ce que veut éviter Téhéran, c'est l'image d'un régime humilié. Et entre ces deux impératifs, la marge d'erreur est minuscule. Le concept de frappe limitée repose sur une hypothèse fragile, que l'adversaire choisira la retenue plutôt que l'escalade. Mais en politique internationale, diamine Kohan spécial, la retenue n'est jamais garantie. Elle dépend du contexte interne, de la pression populaire, des équilibres de pouvoir, et parfois simplement de l'interprétation d'un signal, et c'est précisément ce qui rend cette hypothèse aussi explosive. Le véritable danger, ce n'est pas la frappe en elle-même, c'est ce qui vient après. Parce qu'au Moyen-Orient, les conflits ne sont presque jamais linéaires, ils sont fragmentés, multipolaires, imprévisibles. Si les États-Unis frappent une cible iranienne, même de manière chirurgicale, la question ne sera pas seulement l'Iran va-t-il répondre? La question sera comment et où? L'Iran n'est pas isolé géographiquement ni stratégiquement. Il dispose d'un réseau d'alliances et de relais régionaux qui lui permettent d'exercer une influence bien au-delà de ses frontières. En Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, Téhéran a construit au fil des années une architecture d'influence militaire indirecte. Cela signifie qu'une riposte pourrait viser des bases américaines stationnées en Irak, des intérêts occidentaux dans la région, des alliés stratégiques comme Israël, ou même le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, et là, on change d'échelle. Parce que le détroit d'Ormuz, c'est l'un des points de passage les plus sensibles de la planète. Une part significative du pétrole mondial y transite chaque jour. La moindre perturbation ferait grimper instantanément les prix du pétrole. Et quand le pétrole monte brutalement, ce sont les marchés financiers qui s'affolent, les économies qui vacillent, l'inflation qui repart. Autrement dit, une crise régionale peut devenir un choc mondial. Mais l'escalade ne serait pas uniquement économique. Israël considère l'Iran comme une menace stratégique majeure. Si la tension monte, Tel Aviv pourrait décider d'intervenir plus directement et à partir de ce moment-là, la configuration du conflit changerait radicalement. On passerait d'une confrontation bilatérale à un affrontement régional à grande échelle et dans ce genre de dynamique, les acteurs extérieurs, Russie, Chine, puissance européenne, seraient contraints de prendre position diplomatiquement, voire stratégiquement. C'est ce qu'on appelle une spirale d'escalade, un enchaînement d'actions et de réactions où chaque camp cherche à restaurer sa crédibilité sans paraître faible. Le problème, c'est que dans ce type de spirale, personne ne contrôle réellement le tempo. Une frappe entraîne une riposte, la riposte entraîne une contre-riposte, et très vite, les lignes rouges deviennent floues. L'histoire montre que les grandes crises ne commencent pas toujours par des décisions massives, elles commencent par des gestes calculés qui produisent des conséquences imprévues. C'est exactement ce qui rend la situation si délicate, parce que entre démonstration de force et guerre ouverte, la frontière est parfois plus fine qu'on ne le croit, et une fois franchie, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Mais derrière la dimension militaire, il y a une autre lecture,
plus subtil, plus politique. Quand Donald Trump évoque la possibilité d'une frappe contre l'Iran, il ne s'adresse pas seulement à Téhéran, il parle aussi à l'Amérique. Dans un contexte électoral tendu, la posture internationale devient un levier de crédibilité. Afficher de la fermeté face à l'Iran, c'est envoyer un signal à un électorat qui valorise la puissance, la dissuasion, l'autorité. C'est rappeler une ligne constante de son positionnement America First. Force, pression maximale, aucun compromis jugé trop faible. On l'a vu lors du retrait de l'accord nucléaire, on l'a vu avec la stratégie de sanctions économiques massives, on l'a vu avec l'élimination du général iranien Qassem Soleimani en 2020. Chaque fois, le message était le même, les États-Unis ne reculeront pas. Mais cette stratégie comporte un calcul complexe. D'un côté, la fermeté peut dissuader, elle peut renforcer la crédibilité internationale. Elle peut rassurer certains alliés, notamment au Moyen-Orient. De l'autre, elle peut enfermer dans une logique d'escalade. Car lorsqu'un dirigeant évoque publiquement une option militaire, il crée une attente, une pression, un engagement implicite. S'il ne fait rien après une provocation, il risque d'apparaître faible. S'il agit, il prend le risque d'un engrenage. C'est le dilemme classique de la dissuasion. Il faut être suffisamment crédible pour être pris au sérieux. Mais pas au point de rendre l'affrontement inévitable. Et puis, il y a la dimension internationale. En envoyant ce type de signal, Trump parle aussi aux alliés des États-Unis, Israël, les monarchies du Golfe, les partenaires européens. Il montre qu'il est prêt à agir, qu'il ne laissera pas l'Iran avancer sans réaction, mais il envoie également un message aux grandes puissances rivales comme la Russie et la Chine. Les États-Unis restent capables de projeter leur puissance militaire rapidement. Autrement dit, cette déclaration est à la fois un message militaire, diplomatique et électoral. Et dans ce type de situation, la frontière entre stratégie intérieure et politique étrangère devient floue. Le risque, c'est que la logique politique interne accélère le tempo international, qu'une posture destinée à montrer de la force finisse par créer une dynamique que plus personne ne maîtrise totalement, car en géopolitique, les mots ne sont jamais neutres. Ils peuvent calmer, ils peuvent dissuader, mais ils peuvent aussi déclencher. Et quand on évoque une frappe militaire contre une puissance régionale comme l'Iran, chaque mot pèse des tonnes. Ce qu'il faut vraiment comprendre, au-delà des déclarations et des effets d'annonce, c'est que nous sommes face à un jeu d'équilibre extrêmement fragile. Dans ce type de confrontation, la question n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. Chaque camp teste l'autre. Les États-Unis cherchent à maintenir leur crédibilité stratégique, montrer que certaines lignes rouges ne sont pas négociables. L'Iran cherche à démontrer qu'il ne cède pas sous la pression, qu'il reste capable de riposter, directement ou indirectement. Et au milieu, il y a la dissuasion. La dissuasion repose sur une idée simple, convaincre l'adversaire que le coût d'une action sera trop élevé. Mais pour que cela fonctionne, il faut que la menace soit crédible, sans devenir incontrôlable. C'est là toute la difficulté. Si Washington parle trop fort sans agir, sa crédibilité s'érode. Si Washington agit trop vite, il ouvre la porte à une escalade imprévisible, même logique côté iranien. Téhéran doit répondre à toute attaque pour préserver son image de puissance régionale. Mais une riposte excessive pourrait déclencher une réaction américaine encore plus lourde. On est donc dans un équilibre de la peur, un équilibre où chacun avance sur une ligne étroite, en espérant que l'autre fera preuve de retenue. Mais l'histoire des crises internationales montre une chose essentielle. Les conflits majeurs ne naissent pas toujours d'une volonté délibérée de faire la guerre, ils naissent souvent d'un malentendu, d'une erreur d'interprétation, d'une surenchère destinée à impressionner, un drone abattu, un missile mal attribué, une frappe présentée comme défensive mais perçue comme offensive, et la dynamique change. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement sensible, c'est que nous sommes dans une phase où les lignes rouges sont floues. Le programme nucléaire iranien progresse, la pression internationale varie, les alliances régionales sont instables. Autrement dit, le contexte est inflammable. Alors quand un ancien et potentiellement futur président américain évoque publiquement une frappe limitée, cela ne reste pas une simple phrase, cela devient un signal stratégique. Et dans ce genre de contexte, les signaux sont interprétés, analysés, décortiqués par les états-majors, les services de renseignement, les alliés, les adversaires, parce que parfois ce n'est pas l'intention initiale qui déclenche une crise majeure, c'est la réaction en
en chaîne et c'est peut-être là le cœur du problème. Une frappe peut être pensée comme un outil de dissuasion, mais si elle est mal calibrée, mal interprétée ou mal anticipée, elle peut produire exactement l'effet inverse. Non pas calmer la situation, mais accélérer l'engrenage. Et dans une région où les tensions sont déjà à leur maximum, l'engrenage peut aller beaucoup plus vite que prévu. Alors au final, simple posture politique ou véritable scénario en préparation, c'est toute l'ambiguïté de ce moment dans les crises internationales modernes. Les mots sont des armes, parfois même plus puissantes que les missiles, parce qu'ils modifient les anticipations, ils changent les calculs, ils obligent les adversaires à se repositionner. Quand Donald Trump évoque une frappe limitée contre l'Iran, il introduit une nouvelle variable dans une équation déjà instable. Les marchés réagissent, les diplomates s'activent en coulisses, les états-majors ajustent leurs plans et pendant ce temps-là, l'opinion publique observe, souvent sans mesurer à quel point ce type de déclaration peut accélérer les dynamiques. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aucune grande guerre récente n'a commencé par l'annonce officielle d'une guerre totale. Elle commence par des gestes calibrés, des réponses proportionnées, des démonstrations de force. Puis, progressivement, la logique d'escalade prend le dessus. Chaque camp veut restaurer sa crédibilité, chaque camp veut éviter de perdre la face, et chaque camp pense encore pouvoir contrôler la situation. Jusqu'au moment où le contrôle devient illusoire. Le Moyen-Orient est aujourd'hui un espace saturé de tensions, rivalités régionales, conflits indirects, ambitions nucléaires, pressions économiques, alliances fragiles. Dans un tel environnement, parler de frappe limitée est presque paradoxal parce que rien n'est vraiment limité dans une région aussi imbriquée. Une action locale peut produire un choc global, une décision stratégique peut provoquer une réaction en chaîne économique, militaire, diplomatique. La vraie question n'est donc pas uniquement les États-Unis frapperont-ils ? La vraie question est que déclencherait une telle frappe ? Un rééquilibrage dissuasif ou une nouvelle phase d'instabilité durable. Et c'est peut-être ça le cœur du sujet. Nous sommes dans une époque où les grandes puissances testent les limites, où les lignes rouges se redessinent en permanence. Chaque déclaration publique devient un signal stratégique, chaque ambiguïté devient un risque, chaque mot peut précéder un mouvement. Alors oui, pour l'instant, il ne s'agit que d'une option envisagée, mais en géopolitique, les options évoquées sont rarement neutres. Elles préparent les esprits, elles conditionnent les réactions, elles créent un climat et parfois c'est ce climat qui rend l'explosion possible. La suite dépendra des prochains signaux, des prochaines décisions et surtout des prochaines réactions. Parce que dans ce type de face-à-face, ce n'est pas toujours l'attaque qui fait basculer l'histoire. C'est la réponse. Alors voilà où nous en sommes, une simple déclaration, une frappe limitée évoqué. Et soudain, tout un équilibre régional se retrouve sous tension. Peut-être que rien ne se passera, peut-être que ce n'est qu'un signal stratégique de plus dans un bras de fer ancien. Mais l'histoire nous a appris une chose essentielle. Les grandes crises commencent rarement par des annonces spectaculaires. Elles commencent par des options envisagées, des lignes rouges floues, des calculs qui semblent maîtrisés jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. La vraie question n'est donc pas seulement est-ce que les États-Unis frapperont l'Iran ? La vraie question c'est sommes-nous en train d'assister au début d'un nouveau cycle d'instabilité mondiale ? Parce que dans un monde interconnecté, une étincelle régionale peut devenir un incendie global et comprendre ces signaux aujourd'hui, c'est éviter de subir leurs conséquences demain. Si vous voulez des analyses claires, sans simplification naïve mais accessible à tous, si vous voulez comprendre les dessous géopolitiques avant qu'ils ne deviennent des crises majeures, alors abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et dites-moi en commentaire, selon vous, posture politique ou véritable risque d'escalade, on en parle ensemble. À très vite.